Monsieur le Président, je vous remercie. C'est précisément ce que vous venez de dire. C'est précisément, je dirais, le point de départ de la thèse que j'ai commencée en 1966 sur les libertés publiques et la guerre d'Algérie. C'était mon point de départ. Comment se fait-il qu'un système de liberté, un système juridique, puisse s'effondrer aussi facilement? C'était effectivement mon point de départ de jeunesse, parce qu'à l'époque, je me faisais peut-être une idée un peu, merveilleuse du droit, que je portais un peu au piédestal et auquel, c'est vrai, je faisais une équivalence droit-justice. Vous avez eu que ce mot tout à l'heure. Je ne suis pas sûre qu'au fond, j'en sois toujours là aujourd'hui, parce que quand je dis je vais essayer d'étudier le cadre juridique donc, des disparitions, qui est le sujet d'aujourd'hui, effectivement, ce cadre juridique constitue un système juridique, mais est-ce qu'on peut dire que ça a été du non-droit, comme au fond c'est marqué dans le sous-titre du petit ouvrage que j'ai refait en 2012. J'en suis pas sûre. C'est simplement que le droit est quelque chose de très malléable et que donc, en réalité, il peut y avoir un système juridique qui, selon les besoins, les événements, est transformé pour s'adapter en fonction des désirs de ceux qui le font. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Donc, effectivement, il y a eu effectivement un système juridique qui a été créé, comme le relève effectivement le président de la République dans sa déclaration du 13 septembre 2018, dont nous avons beaucoup parlé déjà ce matin. Ce système juridique mis en place pendant la guerre d'Algérie repose sur deux éléments. Il y a d'une part un fondement juridique de ce système, il s'établit sur des fondements, et d'autre part, le deuxième point que je verrai, c'est la question du contrôle de la mise en œuvre des dispositions nouvelles, des dispositions juridiques nouvelles qui avaient été mises en place à titre de fondement. Donc, le fondement juridique de ce système, c'est, comme vous l'avez dit tout à fait justement, c'est le transfert des pouvoirs de police à l'armée. C'est ce qui est le fondement. Alors, pas tellement l'état d'urgence en 1955, qui est encore un système civil en 1955, ce sont les autorités civiles qui ont des pouvoirs de police accrus à ce moment-là, même si la justice militaire peut déjà être saisie dès la mise en œuvre de l'état d'urgence en 1955. La grande novation, c'est 1956, le gouvernement Guy Mollet, nouvellement nommé, et qui obtient ce qu'on a appelé les pouvoirs spéciaux par une loi du 16 mars 1956. Pouvoirs spéciaux, ce terme définissait à l'époque plutôt des pouvoirs destinés à transformer, au fond, le système colonial tel qu'il avait été pour introduire des modifications économiques, sociales, etc. Mais dans cette loi du 16 mars 1956, il y a un article 5 que je vais vous lire, excusez-moi. Le gouvernement disposera en Algérie des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire. Donc c'est cet article 5 qui est le fondement
du nouveau système juridique. Et dans un alinéa 2, l'article 5 précise, lorsque les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent auront pour effet de modifier la législation, elles seront arrêtées par décret en Conseil des ministres. Autrement dit, une inversion de la hiérarchie, si je puis dire, normale des actes juridiques, c'est-à-dire qu'une loi peut être modifiée par un décret. Et c'est précisément un décret du 17 mars 1956. Il y en a eu beaucoup de décrets du 17 mars 1956, mais celui-là concerne les pouvoirs de police en Algérie. Et il dit dans son article 11, le gouverneur général peut instituer des zones dans lesquelles la responsabilité du maintien de l'ordre passe à l'autorité militaire. L'autorité militaire qui exercera les pouvoirs de police normalement impartis à l'autorité civile. C'est donc la possibilité inscrite dans ce décret de transférer les pouvoirs de police de l'autorité civile à l'autorité militaire. Ces pouvoirs spéciaux étaient accordés au gouvernement Guy Mollet, intuitu personné, si je puis dire, c'est-à-dire que à ce gouvernement et à lui seul, s'il tombait, un nouveau gouvernement devrait obtenir une nouvelle loi pour renouveler, pour confirmer des pouvoirs spéciaux qui n'existeraient plus sinon. Pas de problème. Il y a eu un renouvellement sans difficulté, d'abord pour le gouvernement Bourgès-Mounouri, ensuite le bref gouvernement de Félix Gaillard, enfin de Pierre Pflimlin. Je dis enfin, c'est pas juste, parce que à Pierre Pflimlin a succédé le général de Gaulle, qui, le 2 juin 1958, a obtenu lui-même, en tant que président du Conseil, si vous voulez, le renouvellement de ses pouvoirs spéciaux. Et lui a eu l'idée qu'au fond, c'était un petit peu embêtant de devoir demander chaque fois, quand il y avait un nouveau gouvernement, au Parlement de se prononcer, et qu'au fond, on pouvait se passer du Parlement, et donc par une ordonnance il avait un pouvoir de prendre au fond des textes ayant valeur législative pendant la période de mise en place des institutions de la Nouvelle République, la Ve République, une ordonnance donc d'octobre 1958. Il s'est donné de façon indéfinie les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire que l'ordonnance a supprimé l'obligation de renouveler les pouvoirs spéciaux pour un nouveau gouvernement. Donc, les pouvoirs spéciaux ont été dans le paysage à partir du 16 mars 1956. Et la bataille d'Alger, puisque ça a été un cas particulier, bien sûr, de mise en œuvre de ces pouvoirs spéciaux, a été plus loin encore dans la délégation successive de pouvoir du législateur au gouvernement, du gouvernement au gouverneur de l'Algérie, et encore un petit peu plus loin, au profit du général Massu, par un arrêté du 7 janvier 1957, qui dit que le général Massu, commandant la 10e division de parachutistes et le groupe de subdivision d'Alger, et le secrétaire général de la préfecture d'Alger chargé de la police générale, on verra plus loin ce qu'il en était, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Et la question de l'arrêté, c'était qu'on transférait au profit du général Massu, commandant la 10e division de parachutistes à Alger, de faire en sorte de prendre toute disposition pour veiller au maintien de l'ordre. Le but, donc, de l'exercice des pouvoirs de police, c'était le maintien de l'ordre. Et le moyen d'y parvenir, c'était ce qu'on appelait la recherche du renseignement qui s'effectuait pendant ce qu'on appelait pudiquement la période d'exploitation. D'exploitation de quoi? Des suspects qui avaient été arrêtés par l'armée, exploitation de leurs souvenirs, exploitation
des renseignements qu'il pourrait donner à l'armée pour prévenir une nouvelle atteinte à l'ordre. Donc c'est cette bataille d'Alger qui a été au fond le symptôme même, l'expression absolue de ce transfert de pouvoir au bénéfice de l'armée. Et ceci a été étendu en fait à toute l'Algérie, puisque fin 58, début 59, on pouvait compter 80 centres dits de renseignement et d'action. Le lien des deux est important, de renseignement et d'action. Et donc, ces méthodes de torture et de disparition, de corvée de bois, comme on l'a dit ce matin, ont été étendues à toute l'Algérie. En 1960, on a voulu un petit peu régulariser cette période d'exploitation en instituant un procureur militaire qui était chargé de mener les enquêtes. Mais en réalité, comme on a pu dire, ça a été au fond la légalisation de la période, de la dite période d'exploitation. Le procureur militaire avait 1 mois pour transférer au tribunal militaire, tribunal permanent des forces armées, les suspects arrêtés. Mais en réalité, cette période d'1 mois ne démarrait que le jour où le suspect lui avait été présenté. Auparavant, et là, le point de départ de ce délai d'1 mois, la Cour de cassation a admis que c'était quand, de fait, le suspect lui était présenté, étant entendu qu'avant de lui être présenté, il pouvait avoir été exploité, si je puis dire, par l'armée. Ça, c'est la situation donc en Algérie. En France métropolitaine, l'armée, comme il a été dit ce matin, n'a pas été dépositaire des pouvoirs de police. C'est toujours le pouvoir civil qui a exercé le pouvoir de police, même quand on a étendu les pratiques d'assignation à résidence et donc d'internement à la métropole à partir de 1957. Et c'est aussi le pouvoir civil, comme on l'a dit ce matin, qui pouvait réprimer des manifestations qu'il jugeait inopportunes. Donc, c'est la différence entre l'Algérie et la métropole. Donc, voilà le fondement juridique. Alors, dès lors qu'on sait maintenant, bien sûr, que cette période d'exploitation était le cadre qui permettait les tortures et les exécutions sommaires, est-ce qu'on peut imaginer que le droit, sous l'angle cette fois juridictionnel, ait permis un contrôle de ces pratiques? Ce contrôle, on peut dire d'abord qu'il a été impossible, mais ce serait au fond dire qu'il y a eu des efforts désespérés pour assurer ce contrôle malgré tout, ce qui au fond ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas eu d'effort désespéré d'assurer un contrôle. En réalité, le contrôle a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit est souple et le contrôle juridique a été adapté aux nécessités de ce qu'on appelait le maintien de l'ordre. Alors, quelles sont les autorités qui auraient pu assurer ce contrôle? On peut penser d'abord à l'administration civile. Ensuite, il y a eu des choses qu'on a appelées les commissions de sauvegarde des droits et libertés individuelles, ce qui est effectivement paradoxal, que plus on les limite, plus on met des commissions pour les protéger. Et enfin, on peut penser à la justice au sens, cette fois, d'organisation juridictionnelle. Alors, l'administration civile, je vous ai dit que Massu était chargé de la police à Alger, mais avec le secrétaire général de la préfecture d'Alger chargé de la police générale. Et là, effectivement, il y a eu un homme qui s'appelait Paul Tchidjen, qui était chargé de cette mission, et c'est lui qui a eu l'idée de faire, au fond, ce qu'on cherche depuis ce matin, d'arriver à établir des listes de disparus en
exigeant de signer un arrêté d'assignation à résidence pour toutes les personnes arrêtées par l'armée. Et effectivement, ça lui permettait d'avoir des listes, et c'est de là qu'on a dit que le chiffre de 24 000 arrêtés d'assignation à résidence, il l'a signé, et que c'est à partir de là qu'il a établi un nombre de disparus qui est aujourd'hui contesté, mais la question n'est pas là. En réalité, Paul Tedjen a certes tenté ça, c'est tout ce qu'il pouvait faire, mais il a échoué, il faut bien le dire, puisqu'il a présenté sa démission en septembre 1957. Et c'était bien qu'il n'était pas capable, avec ses forces juridiques, si je puis dire, de parvenir à quelque chose. Alors, deuxième piste, les commissions. Les commissions, alors il y a eu des commissions parlementaires. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire en 1956 dans le département d'Oran. Et cette commission, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu, c'est ce qu'elle dit. Elle a conclu que rien dans l'enquête qu'elle avait effectuée ne pouvait l'amener à conclure à des tortures subies, puisque c'était ça la question qui était posée. Ensuite, en 1957, on a institué une commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles. C'est donc un organe administratif qui avait une fonction consultative. Il pouvait donner des avis au gouvernement sur demande du gouvernement. Et elle a tellement été, au fond, impuissante, elle n'a pas été aveugle, elle a été impuissante, elle n'a pas réussi à travailler, au point que son président, le gouverneur général de la Vignette, qui était quelqu'un de costaud, a démissionné lui aussi en septembre 1957, donc c'est la même date quasiment que Paul Tedjen, constatant son impuissance à obtenir quelque chose. Et on l'a dit, je crois, ce matin, qu'un des membres de cette commission, maître Maurice Garçon, aurait voulu avoir une liste des disparus qu'il savait exister et qu'il a été incapable de l'obtenir. Alors, dernière piste, et la plus normale, de contrôle juridique, le contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel, c'est-à-dire par des autorités juridictionnelles, des juges, qui puissent dire, voilà, il y a des choses qui ne correspondent pas à la loi et qui donc doivent être punies. Alors, il faut dire d'une part qu'il y a eu une justice d'exception pendant la guerre d'Algérie, puisque ce ont été les tribunaux militaires qui ont été compétents pour tout ce qui était, au fond, l'action pénale, la punition, dès l'état d'urgence. Effectivement, ça a été possible, ça, dès l'état d'urgence. Et ils ont été compétents, mais au fond, ils étaient compétents à l'égard des suspects qui pouvaient être arrêtés et punis, et il était compétent aussi à l'égard des militaires qui pouvaient commettre des choses répréhensibles. Ceci dit, entre 1955 et 1959, on a remplacé, à la Cour de cassation s'est substitué un tribunal militaire de cassation qui a été installé à Alger. Alors, j'en arrive maintenant aux juridictions de droit commun, les juridictions normales. Au fond, celles-là, elles ont été tétanisées, je dirais, par la situation, voire complices. Tétanisées parce que, d'abord, vous savez, il y a deux types de juridictions. Il y a le juge administratif qui peut juger l'administration, juger les actes de l'administration, et le juge judiciaire qui dépend en dernier ressort de la Cour de cassation. Le juge administratif, habitué en quelque sorte à contrôler ce que fait l'administration, a été tétanisé parce qu'il a dit, au fond, son raisonnement, puisque le législateur a donné tout pouvoir au gouvernement, moi j'applique la loi, le gouvernement a légalement tous les pouvoirs, donc c'est pas à moi, juge, d'être plus fort que le législateur. Donc, il n'a pratiquement rien fait. Quant à la Cour de cassation,
Elle a également été tétanisée. La preuve en est, bien sûr, le dernier arrêt Audin dont on a parlé, rendu en 1966 pour une plainte déposée en 1957 par Madame Audin. Donc, la Cour de cassation a traîné pour dire que finalement, il n'y avait rien à dire puisqu'il y avait une amnistie et qu'elle n'était incapable de faire quoi que ce soit. Elle a aussi été complice parce qu'en particulier, au lieu de juger les responsables d'exactions, on a plutôt jugé les journalistes ou les intellectuels ou la presse qui dénonçaient ces exactions en leur reprochant de participer à ce qui s'appelait, selon le code pénal, une entreprise de démoralisation de l'armée. Donc une entreprise de démoralisation de l'armée justifiait, premièrement, des saisies de journaux et deuxièmement, des condamnations pénales de journalistes. Là-dessus, il y a eu une évolution tardive en 1999. En 1999, il a été admis que le général Ossarès, oui, général, vraiment, oui, s'était livré à un crime qui était l'apologie des crimes de guerre et que, à ce titre, pouvait être puni. Et de la même façon, Einaudi, il a été admis qu'il n'avait pas commis de diffamation envers le préfet Papon en disant qu'il y avait eu des disparitions après la manifestation du 17 octobre 61. Mais là-dessus, il y a eu, au fond, un retour de bâton, je dirais, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit que le général Ossarès, au fond, n'avait fait qu'une chose, avait exercé sa liberté d'expression, et n'avait fait qu'une chose, c'était d'obéir aux autorités françaises. Il avait simplement dévoilé, je cite la Cour européenne des droits de l'homme, que non seulement de telles pratiques avaient cours, mais qui plus est, avec l'aval des autorités françaises. Donc, le gouvernement de l'époque, en 2009, a eu beau dire que c'était pas bien de faire l'apologie de la torture et des exécutions sommaires, que c'était contraire à la justice, à la paix, à la prééminence du droit, la Cour européenne des droits de l'homme lui a dit oui, d'accord, mais à l'époque, les autorités françaises étaient tout à fait d'accord. Mais la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été ratifiée pendant la guerre d'Algérie. Elle n'a été ratifiée qu'en 1974 dans l'intérim assuré par Poher après la mort de Georges Pompidou. Et donc, le gouvernement français a pu échapper à toute condamnation pendant la guerre. Et donc, on en arrive à cette déclaration du 13 septembre 2018, qui est là la reconnaissance de l'existence bel et bien d'un système juridique. Merci infiniment, Madame Emad, de nous avoir rappelé de façon lumineuse et claire le cadre, si l'on ose dire, juridique de